Bonjour, je m'appelle Haïssa et aujourd'hui j'ai avec moi Perrine qui est aussi doula-taoïste et qui accompagne des femmes pendant leur grossesse et accouchement. Perrine a eu 3 césariennes avant d'avoir son accouchement par voie basse. Et ça c'est un fait incroyable parce que normalement quand on a 1, 2, 3 césariennes, on a une césarienne programmée déjà pour le prochain accouchement. Donc, Karine, elle va nous raconter un peu de son histoire, de ses accouchements et aussi son acheminement d'une fille qui écoutait tout ce que les médecins lui disaient, qui suivait toutes les instructions qu'elle recevait, à une femme plutôt sauvage, connectée à soi-même, qui suit son instinct et qui prend des décisions dans ses propres mains. Donc, je suis ravie de t'avoir avec nous, Perrine, et je pense que tu peux commencer. Alors oui, ça va être très long parce que, ça commence même un peu avant que je découvre, que j'étais enceinte la première fois parce que, pour ce premier bébé, ça a pris un certain temps, on va dire 15 mois au total. Je suis passée par divers examens justement, et puis cette pression aussi qu'on se met à se dire: «Je suis toujours pas tombée enceinte et cetera, je dois avoir des problèmes». Hem, Chose que maintenant je ne ferai plus. Et parce qu'il y a beaucoup de choses, je pense, qui peuvent nous aider à vraiment déconstruire un petit peu tous les schémas qu'on a et qui nous bloquent aussi dans notre fertilité. Mais ça, c'est tout un autre sujet. Du coup, quand je suis tombée enceinte, mmh, je veux dire, à cette époque-là, j'étais encore vraiment très dans une vision, conventionnelle, dans le sens où je n'avais comment dire? Narratif autour de la naissance que ce qu'on m'en avait raconté, donc pas forcément des choses très joyeuses. Heu, voilà, pour moi, c'était, maternité. Donc c'était, prise de sang tous les mois avec la toxoplasmose puisque j'étais pas immunisée. C'était, échographie tous les mois. C'était, voilà, une très grosse pression médicale, mais voilà, qui pour moi était normale puisque je ne savais pas qu'autre chose était possible. Et puis j'avais commencé un petit peu à regarder, sur des forums. À l'époque, c'était Doctissimo. Oui, ça remonte, hein, ça remonte, ça remonte. Et puis voilà, il y a un moment, je sais pas, je me suis dit: «Tiens, pourquoi pas essayer de donner naissance, chez moi?» Puis après discussion avec mon partenaire, il était pas prêt pour le côté logistique de la chose. Et puis quand, mon gynécologue je ne sais même plus à combien de semaines, je crois, ça devait être à 32 semaines, il m'a dit que donc mon aîné était toujours en siège, qu'en plus, apparemment, il avait la tête, réfléchie, qu'en gros, une voix basse serait impossible. Il m'a fait faire donc un IRM, je crois que c'était un IRM, où effectivement, bah, ça fait bizarre de voir son propre squelette avec le squelette de son de son bébé au milieu. Mais voilà, donc il était dans cette position-là et donc il m'a parlé, il m'a dit, voilà: «Tenter une voix basse, il aurait pas eu la tête comme ça, on aurait pu essayer», encore avec la petite phrase qui fait toujours bien plaisir du style: «C'est le plus dur que vous sortez à la fin, donc faut surtout pas se décourager». Voilà, donc en gros, à ce moment-là, on se pose pas trop la question, hein. On me propose une césarienne programmée. Heu, Si je devais vraiment revenir à cette époque-là, déjà d'une, j'aurais fait aucun de tous ces examens-là et surtout, je me serais rappelé une chose, c'est qu'un bébé ne reste jamais immobile. Donc 32 semaines jusqu'à même 38, hein, ça fait quand même 6 semaines. Je n'ai jamais vu ou senti même vu de ventre de femme enceinte où le bébé était totalement immobile et restait dans la même position toute pendant tout ce temps-là. Mais voilà, on arrive quand même à avoir ça dans la tête et se dire que, ben, si le gynéco le dit, c'est qu'effectivement ce bébé-là va rester dans cette position-là jusqu'à la fin et que donc il ne pourra pas sortir puisque ce sera le périmètre le plus. Il n'a pas d'espace pour se retourner, alors que j'ai senti mon bébé se retourner à 36 semaines, hein. Et oui, et puis j'ai eu aussi beaucoup de récits de naissance où le bébé se retourne durant la naissance. Donc en fait, il y a pas de limite, il y a pas du tout de limite de temps. Mais bon, tout ça, c'est encore ça peut aller après dans des épisodes, de plus en plus avancés. Mais ouais, donc bon, à ce moment-là, voilà, j'étais vraiment très dans, la parole du gynécologue et la parole d'Évangile, en fait. Donc bon, bah, d'accord, césarienne programmée à 38 semaines. Heu,
je peux raconter un peu ce que c'est que voilà, la césarienne telle que je l'ai vécue, puisque pour les trois, c'est à peu près la même chose. Les trois premières, pas les trois, tout court. Donc, je suis rentrée la veille. Et donc là, bah, c'est le protocole classique, enfin, à l'époque, hein, peut-être que ça a changé depuis, donc c'était il y a 13 ans. Je rentre la veille, donc à partir de la veille, 17h jusqu'au lendemain, être à jeun de tout, donc à jeun aliments, boissons, donc perfusion, la douche à la bétadine, le truc super sympa. Et puis bah, après, bah, faut attendre. Voilà, attendre. Jusqu'au lendemain matin, où bah, voilà, se faire emmener sur le brancard avec tout ce qu'il faut, la charlotte, les espèces de surchaussures, cette magnifique robe-là, ouverte de partout. Et puis voilà, moi, quand je suis stressée, je plaisante. Donc, ben, dans le bloc, cette année-là, il faisait 43 degrés dehors. Donc, au bloc, on va dire qu'on était bien. C'était conditionné, donc il faisait frais. Et donc, le gynécologue, donc c'était mon gynécologue, son père était l'anesthésiste et celle qui est venue faire les suites de couches, c'était sa sœur. Donc, c'était vraiment une histoire de famille. Et puis voilà, j'essayais de plaisanter un petit peu, mais je sentais que la crise d'angoisse était quand même pas loin parce qu'on est attaché, les bras en croix, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe, parce qu'on vient de se prendre une grosse piqûre dans le dos. Si on a de la chance, ils n'ont pas dû recommencer plusieurs fois, que ben voilà, on perd complètement toute sensation à partir même déjà un peu au-dessus du nombril, en fait, jusqu'au pied, en fait, c'est très déstabilisant. Et comme voilà, on ne sait pas ce que c'est, enfin, même quand on l'a déjà vécu, finalement, on ne sait jamais. On ne garde pas forcément vraiment en mémoire tout ça. Et, euh, et après, c'est vraiment une sensation très étrange d'avoir le corps qui est vraiment ballotté, secoué dans tous les sens. Enfin, on sent que ça bouge vraiment dans tous les sens. Puis on les entend parler, mais c'est comme si on n'était pas vraiment là, en fait. Et puis voilà, donc ça dure vraiment pas longtemps, hein, la sortie du bébé pour une césarienne, c'est très rapide. Donc voilà, le chant était monté, hein, la césarienne, on va dire, dite douce, terme que j'aime pas du tout, mais n'existait pas du tout. Le papa n'était pas autorisé à être présent non plus dans le bloc. Donc j'étais complètement seule. Et donc voilà, j'entends mon bébé et on vient me le présenter comme à chaque fois, en fait, et je pense qu'ils font toujours comme ça, là. Donc clairement, il est trop près et trop loin à la fois parce que tu le vois là, tu peux bah, tu louches, tu as toujours les bras en croix, tu peux pas l'attraper, tu peux rien faire du tout. Donc au bout d'un moment, tu dis: «C'est bien, mais c'est long, qu'est-ce que vous voulez que je fasse là? Je peux rien faire». Donc rapidement, le bébé est emmené pour être pesé, enfin tout le panel classique, parce que non, tout ce qui était peau à peau, tétée d'accueil, tous ces trucs-là, non, ça, c'est pas le genre de choses, c'était pas le genre de la maison pour aucune des césariennes que j'ai pu vivre. Et puis donc, il a rejoint son papa, assez rapidement pour, le bain, être habillé, tout ça. Et puis voilà, bah, moi je suis partie attendre en salle de réveil. Ou encore une fois, hein, quand je suis stressée, je plaisante, j'arrêtais pas de dire: «Mais ça y est, c'est bon, regardez, j'arrive à bouger, j'arrive à bou». «Non, non, 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 il faut que vos orteils, ils touchent le plafond là, madame, ça va pas». Enfin bon, donc voilà, faut Attends, attendre. du coup, tu voyais pas tes bébés après l'accouchement, c'était t'as pas eu Non, d'accord. non, non, non. Le seul «contact» entre guillemets, c'était voilà, de l'avoir juste à côté, là. Et je pense que c'est le cas de beaucoup, beaucoup de mamans qui vivent des césariennes. Maintenant, il commence à y avoir des choses effectivement qui sont un petit peu mieux, mais bon, voilà, ça reste quand même souvent, un gros lien qui est quand même coupé dès le début. Donc, au bout des 2 heures, enfin, j'arrive, en chambre, donc où, bah, je découvre mon petit bonhomme qui est tout habillé, qui est en train de dormir dans les bras de son père et en fait, clairement, je j'ai pas forcément ressenti un élan d'amour, en fait, je sais pas comment expliquer par rapport à mon bébé. C'était plutôt vraiment un élan d'amour de voir, mon partenaire devenir père, en fait. C'était vraiment ça, de le voir comme ça, c'était vraiment très, 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 très fort. Donc voilà, là, vraiment à ce moment-là, j'étais, vraiment dans une perspective de, bah, j'ai bien vécu ma césarienne, j'ai bien vécu le séjour à la maternité. J'y ai passé 7 jours, hein, parce que les cliniques, c'était 7 jours, hein. Hem Et voilà. Donc la 2e césarienne, et bien la deuxième.
Ma deuxième était donc exactement dans la même position que son frère. Je le savais, je l'ai senti. Et dès le début de la grossesse, j'ai dit que ça finirait en césarienne. Et tout le monde me dit, mais non, t'en sais rien. Bah, clairement, je ne sais pas. Je la sens vraiment dans la même position, hein, le dos à gauche. Pas- Non, pareil, quoi. Il y avait juste la tête qui n'était pas défléchie à ce moment-là. Donc, évidemment, siège sur césarienne égale césarienne. Programmé encore une fois 38 semaines. Et en fait, c'est exactement le même schéma, sauf que ce coup-ci, il y a eu un truc avec le sang. Alors, le papa et moi, on a exactement le même groupe sanguin. On est à plus tous les deux. Mais ils ont réussi à trouver un souci par rapport à des résus d'après. Enfin bon, c'est encore trop technique pour moi, ça ne me parle pas du tout. Qui fait qu'ils n'étaient pas sûrs d'avoir le sang nécessaire au cas où. Donc, je me suis retrouvée à être perfusée à jeun pendant une journée complète et ils m'ont dit, bon, bah, finalement, bah, on fait la césarienne que demain matin. Ok, vous pouvez me déperfuser, je peux manger un peu quand même d'ici là, ce serait cool. Donc là, voilà, tu réponds à tous les messages des gens qui te disent alors, bah non, ça pour demain. Voilà, donc il y a eu juste cette différence-là, mais sinon la césarienne en elle-même, c'est passé de la même façon. Donc on va dire qu'il n'y a pas grand-chose à dire, hein. 7 jours pareil de séjour, très classique aussi, avec, enfin oui, même les séjours en maternité, en fin de compte, il n'y a pas grand-chose à dire. Pour ma troisième, la seule chose qui a vraiment différé, c'est que ma troisième a décidé d'elle-même de son jour de naissance. Donc, évidemment, quand je suis allée voir, donc j'avais changé de région, donc je suis allée voir dans un autre gros centre qui maintenant est devenu la belle amie des bébés. Et donc, bah, la gynéco m'a dit, bah, vous vous en doutez, de césarienne, forcément, ce sera une césarienne. Dans ma tête, c'est comme s'il y avait quand même un petit espoir. Et bon, voilà, je ne m'étais jamais posé la question si vraiment c'était possible ou pas. Donc, je me dis oui. Puis elle me dit, puis de toute façon, vous voyez, elle est en siège. Donc, elle aussi est restée en siège, pareil, jusqu'à la fin. Et Incroyable ça. d'ailleurs, oui, j'ai oublié de Elle était préciser. bien en siège. Ouais, pour ma deuxième, j'avais quand même demandé à faire une révision utérine pendant la césarienne pour vérifier, pour comprendre pourquoi bah, ma deuxième était exactement dans la même position, pour savoir est-ce qu'il n'y avait pas une malformation utérine, quelque chose. Eh ben non, rien, rien du tout. Donc c'est complètement autre chose. Et donc ma troisième, voilà, qui était en siège également, et donc césarienne prévue également à 38 semaines. Et là, en fait, mon conjoint était en stage en Île-de-France, nous on avait déménagé, et donc il n'était pas là pendant la semaine. Et là, en plus, il était comment dirais-je, de permanence ce week-end-là, donc il n'était pas présent. Il y avait donc ma belle-mère qui était présente, et lui devait pouvoir venir juste pour le jour de la césarienne. Et donc le dimanche soir, eh ben, je perds les os. Mais là, en fait, j'ai pas eu de doute, hein. Je me suis pas posé... J'ai jamais vécu, mais j'ai pas eu de doute, hein. Pour moi, c'était voilà, c'était évident. Et je me suis sentie d'un calme et d'une zénitude incroyable. Ça m'a pas du tout paniqué. J'étais vraiment, pourtant, je suis pas forcément je suis quelqu'un de très anxieuse, mais alors pas du tout. Je me suis juste dit à un moment, bon, il faudrait peut-être que j'appelle la maternité, savoir. Bon, je sais que j'ai un peu de temps normalement, hein, mais pour savoir ce qu'il faut que je fasse. La maternité a été à 45 minutes. Donc évidemment, quand je les appelle, ils me disent, oh, mais il faut venir tout de suite. Bon, bah alors il faut réveiller ma belle-mère, réveiller les enfants, trouver quelqu'un pour garder les enfants parce qu'il est 23h30, un truc dans le genre. Bon, on avait de la famille pas trop loin, donc ils ont pu être récupérés rapidement, ils étaient tout cool. Et puis, donc, ma belle-mère m'a emmené tant bien que mal sur les routes de campagne en pleine nuit avec une voiture qu'elle ne connaît pas, en roulant à 2 à l'heure. Et moi qui commençais à avoir quelques petites contractions. Voilà. Donc, on arrive aux urgences de la maternité. Et, euh, et en fait, bah, j'avais des contractions, mais vu ma tête, la sage-femme m'a dit, bon, vous n'êtes pas en travail, vous ne voyez pas cette tête-là sinon. Bon, maintenant, je sais que ça ne veut rien dire. Juste ça ne veut rien dire. Donc, monitoring, évidemment, touche vénale, évidemment, pour dire, ah bah oui, bah, vous êtes qu'à 1 centimètre, hein, donc c'est pas pour tout de suite, hein, en plus, vu votre tête. Donc, c'est bon, on peut attendre la césarienne, on peut attendre votre gynéco pour te faire la césarienne demain matin. Donc, on va vous placer en chambre. Et donc, je me retrouve dans une chambre aux urgences, toute seule. Personne n'est venu me voir de la nuit du tout, mais le travail, lui, il s'est pas arrêté entre-temps, hein. Donc, moi, j'ai continué à avoir des contractions, puis du coup, je savais pas comment gérer. En fait, je me disais, bah, maintenant, j'ai qu'à attendre la césarienne finalement, alors que non, le travail continuait. Et donc, je vais gérer mes contractions, je ne sais même pas comment. Et donc, personne n'est venu ensuite pour vérifier effectivement où en était le travail avant la césarienne.
Euh, donc bon, on m'a passé en priorité, hein. Ils sont gentils, hein? Ils sont gentils, oui, vraiment. Et puis voilà, donc bon, bah, je me rappelle juste qu'effectivement, l'anesthésiste a galéré pour me faire l'arracher. Euh, et puis bon, bah voilà, la césarienne en elle-même se passe de la même façon. Toujours pareil, hein, le bébé qui est présenté juste là, hein. Et puis voilà, la différence, c'est que autant pour mes deux premiers, le papa était là, autant bah, comme elle est arrivée 2 jours avant, il n'était pas là. Ma belle-mère était repartie s'occuper des aînés. Donc, bah, voilà, ma petite s'est retrouvée en néonate le temps que mes jambes retrouvent leur vitalité. Et au sortir de la salle d'opération, ma gynéco m'a dit une phrase qui m'a marquée, qui m'a dit, c'était comme une première césarienne. Vous pouvez avoir un quatrième enfant. Et ça, c'est resté gravé dans ma tête en me disant, j'ai donc les mêmes chances qu'une personne qui a eu une seule césarienne. Mais ça, c'est resté de façon inconsciente. C'est vraiment sorti plus tard. Et donc, là où ça a été beaucoup moins cool, c'est qu'effectivement, après, donc, ma petite était à ce moment-là très, très calme comme bébé. Donc, c'est un peu comme s'ils l'avaient oublié. Et donc, ils me l'ont ramené que 4 heures après. Je suis remontée en chambre, on m'a ramené mes affaires qui étaient encore aux urgences, on m'a expliqué pour la télé, chose que je ne voulais absolument pas. Et moi, j'ai dit, tout ce que je veux, c'est récupérer mon bébé, en fait. Le reste, je m'en fous. Donc voilà, il y a eu, je pense, il y a eu, je pense, une sorte de traumatisme quand même par rapport à ma troisième, par rapport à ça. Ça a été très longtemps pour elle difficile d'être seule, vraiment seule. Donc voilà. Et là, c'est le séjour où je suis restée un petit peu moins longtemps. Je suis restée 4 jours. Parce que là, vraiment, je commençais à en avoir ras-le-bol. J'ai dit, c'est bon, bébé va bien, je vais bien, je veux sortir. J'en ai marre. Et puis surtout, je commençais à me rendre compte que vraiment, la nourriture de l'hôpital, c'est plus possible. C'est plus possible. Euh, Dans un moment où tu dois être nourri avec le mieux ce qu'il y a dans la terre, en plus. oui, c'est ça. Mais j'avoue que les petits pois cuits au micro-ondes, je crois pas que ce soit l'idéal du tout. Et puis, du coup, on avait, avec mon partenaire, on n'a jamais eu comment dirais-je, de nombre souhaité d'enfants parce qu'on ne sait jamais de quoi est faite la vie. Peut-être qu'on peut ne pas en avoir du tout, peut-être qu'on peut en avoir bien plus que ce qu'on souhaitait. Donc voilà. Et puis, je me suis retrouvée enceinte. Donc là, j'ai fait une grossesse arrêtée naturellement, à peu près 8 semaines, je crois. Et donc, ben, je crois que ça a un peu éveillé cette envie d'avoir effectivement un quatrième. Donc, eh bien, un peu plus tard, je suis tombée enceinte donc, de mon petit dernier qui est pas très loin en train de chanter. Oui. Pour ta grossesse qui était d'interruption naturelle, tu t'es rendue à l'hôpital? Non. Ah, je me suis rendue à l'hôpital juste parce que j'inquiétais mes copines parce que j'étais étonnamment en bonne forme. Du coup, elles trouvaient pas ça normal en fait que je sois en forme et que moi, elles ont fini par un peu dans. Il y en a qui me disaient, mais ça se trouve, il y a peut-être un jumeau qui est caché. Des fois, ça arrive. Enfin bon, bref, donc je suis allée un peu à contre-cœur jusqu'à l'hôpital et dans un hôpital qui est d'ailleurs connu pour être respectueux, etc. Et en fait, je suis tombée sur une gynécologue. Bon, c'était le soir, la nuit, mais du coup, enfin, la délicatesse, non, elle n'était pas là du tout, hein. Oui, bah, je vois un sac, à un moment, il n'y a rien dedans, hein, donc voilà, maintenant, il n'y a qu'à attendre. Ouais. Donc, Aucune c'était bien parce que, empathie avec une maman qui vient de perdre un bébé. voilà, tout à fait. Puis en plus, j'étais avec ma troisième, que j'allaitais encore. Donc voilà, j'ai essayé que ce soit un moment qui ne soit pas trop difficile ou stressant pour elle non plus, parce elle avait 2 ans et quelques mois à ce moment-là. Et puis donc je suis tombée enceinte de ce petit dernier-là, ce petit chanteur. Au début, en fait, j'ai fait comme un suivi classique comme j'ai fait pour les autres, hein. Donc, je me suis fait piquer tous les mois encore pour cette histoire de toxoplasmose, etc. Je suis allée faire les échographies avec cet échographe qui disait, puis vu votre âge, il va falloir faire plus d'examens quand même, hein, parce que c'est considéré comme une grossesse gériatrique. Voilà, j'avais 38 ans, alors, mon Dieu, ça y est, on est fichu. Et surtout, bon, Waouh. bref, hein, c'est pas son rôle de dire ce genre de truc, mais bon. Et donc, à ce moment-là, bah,
C'était le début du Covid et de cette période assez particulière du confinement et compagnie. Et donc, tous les labos étaient fermés et avec plaisir, donc j'ai pu recontacter l'infirmière à domicile qui était venue me faire les piqûres de Lovenox après césarienne pour ma troisième, avec qui on avait bien accroché, etc. Donc, c'était chouette de l'avoir là pour qu'elle me fasse ce fameux test de glucose. Et elle me dit, mais pourquoi ils vous prescrivent le test de glucose? Enfin, franchement, il y en a plein qui disent juste prenez un bon gros petit-déj là, avec plein d'amandes, etc., tout ce qu'il faut, puis c'est tout. Alors là, je me suis dit, bah, je crois que je vais vraiment faire ça. Le test en lui-même, il va finir dans le lavabo. En plus, c'était avec un goût orange. Donc, il a fini dans le lavabo. Et, et mes résultats étaient un petit peu incohérents dans le sens où mon niveau de sucre était moins élevé que la prise de sang de départ, mais ça n'a gêné personne apparemment. Donc voilà, comme quoi, hein, non, on n'est pas obligé de le faire du tout. Et puis, et puis après, oui, je me rappelle de ces échographies à faire avec cette espèce d'ambiance Walking Dead où je prenais la voiture pour aller à la maternité. Il n'y avait personne sur les routes. Toutes les voitures étaient empoussiérées sur le côté pendant tout ce confinement. D'arriver à l'hôpital où il faut rester dans sa voiture et on vous appelle pour ensuite venir prendre votre rendez-vous. Vous arrivez dans l'hôpital, il n'y a personne. Il y a juste un gardien qui est là pour vérifier que vous avez bien tout ce qu'il faut. C'est tout. Enfin, c'était apocalyptique quand même comme situation. Et, euh, et du coup, peu de temps avant ce premier confinement, j'avais assisté à la dernière tente rouge du coup d'une connaissance doula. Et elle avait dû sentir, je sais pas, inconsciemment, je me posais plein de questions. Donc, elle avait apporté le livre de Michel Audin, Césarienne, question, effet, enjeu. Donc, elle m'a prêté. Et moi, je suis née par césarienne. Et en fait, ça m'a vraiment bouleversée. Ce livre m'a bouleversée parce que il a confirmé ce que je ressentais de façon inconsciente à l'intérieur de moi. Il m'a permis de comprendre aussi un certain nombre de mes comportements et de ma façon d'être aussi, qui sont en lien avec le fait d'être née par césarienne. Et il m'a fait vraiment conscientiser le fait que c'était irrévocable le fait de ne plus passer sur le billard. C'était c'était comme une décision qui s'est imposée à moi. Vraiment quelque chose d'instinctif qui n'était absolument pas rationnel. C'est-à-dire que j'avais pas d'argument à dire, à expliquer qu'il valait mieux ci que ça. Non, c'était comme ça, un point, c'est tout. Je suis pourtant pas du tout quelqu'un qui est à l'aise avec la prise de décision. Mais là, c'était ça. Voilà. Et là, du coup, je me suis dit, si je vais à la maternité, je sais que ça finira en césarienne. Déjà, d'une, je n'ai pas envie de me battre et j'ai pas envie d'avoir à vendre mon projet. J'ai pas envie de faire des kilomètres et des kilomètres pour trouver une équipe conciliante qui daigne m'imposer ses conditions. Et puis, enfin, voilà, je sentais que ça allait pas, ça fonctionnerait pas. Ça fonctionnerait pas comme ça. Donc, petit à petit, en fait, j'ai finalement découvert un premier groupe sur Facebook sur les AVAC, terme que je ne connaissais pas, les accouchements vaginaux après césarienne. Euh, et puis après, j'ai découvert encore un autre groupe sur tout ce qui est enfantement autonome. Et là, ouais, je me suis dit, waouh, mais en fait, je crois que c'est vraiment ça. Je ne trouverai pas de sage-femme pour m'accompagner le jour J, pour être présente avec moi. Euh, et en fait, je sais pas, je sens que j'ai confiance et je sens que je risque rien, en fait. Encore une fois, ça n'avait rien de rationnel parce que je n'avais aucune donnée. Et puis après, voilà, j'ai lu énormément. J'ai lu et relu surtout énormément les mêmes livres. Donc, ce livre-là de Michel Houdan, donc, que j'ai dû lire 2 fois, je crois. J'étais avec Michel Audin il y a 2 ans à Amsterdam et il a dit pendant un long moment, quand je voyais les femmes, la première question que j'ai posée, c'est comment tu es née? Mm. Comment es-tu née? Parce que pour lui, c'était important, l'empreinte physiologique, l'empreinte, c'est pas une mémoire logique, mais ça reste dans nous. Tout à fait. Et il parle tellement du fait que, voilà, sauf vraiment dans le cas où c'est nécessaire, il faut qu'on arrête avec les césariennes parce que sinon on va perdre la capacité d'enfanter.
En fait, Tout à fait. c'est des muscles, hein. Si on l'utilise pas et qu'on a des générations et des générations qui sont mises au monde par des césariennes, et ça, c'est vrai que j'avais jamais pensé par cet angle, que c'est voilà, c'est Si, assez si. naturel déjà. Oui. J'ai fait 2 Paramanadula avec lui, du coup, et puis Liliana Lameur. Et du coup, j'avais posé la question à Liliana Lameur. Bon, mon dernier était déjà né, mais voilà, j'avais besoin de poser la question à Liliana, donc, qui est vraiment clairement la doula que je rêverais d'être, hein, dans sa simplicité et ouais, dans sa simplicité, tout simplement. Et je lui ai demandé si je t'avais contacté et que je t'avais exposé mon projet de donner naissance seule chez moi. Est-ce que tu m'aurais suivi? Elle me dit, bah oui, moi j'oublie le nombre de césariennes. Bien sûr que oui. Voilà. Et puis, il y avait plusieurs phrases comme ça qu'elle disait qui finalement étaient comme une évidence. Si tu ne trouves pas de sage-femme, c'est que tu n'en as pas besoin. Ouais. Voilà, il y avait pas mal de phrases comme ça qu'elle disait et donc qui m'avaient conforté un peu aussi dans tout ce que j'avais pu ressentir au moment de la grossesse. Et par acquis de conscience, il y avait une sage-femme qui pratiquait les AAD, donc les accouchements accompagnés à domicile, pas très loin de chez moi. Et donc, j'avais souhaité la contacter. Donc, on s'est vus, on a pas mal discuté. Et puis, voilà, elle m'avait dit, bah, officiellement, évidemment, c'est non. Parce qu'officiellement, en plus, elle avait déjà eu des soucis avec l'ordre des sages-femmes pour des trucs, enfin, voilà, qui n'avaient aucun fondement. Elle m'a dit, après, officieusement, je veux bien. Mais voilà, les conditions, c'est il faut que tu sois à 10 minutes d'une maternité. Donc, en gros, ça ne pouvait pas être chez moi. Parce que chez moi, j'étais entre ouais, 30 et 45 minutes de 3 maternités. Donc, ça voulait dire me trouver à un endroit donc, où je ne pouvais pas être chez moi. Il fallait que, oh, je ne sais plus, enfin, bon, il y avait un certain nombre de critères et dans ma tête, ce n'était pas possible. Donc, dans ma tête, je savais que voilà, ce serait juste impossible. Mais ça a été vraiment une rencontre magnifique. J'ai gardé contact avec elle après et je lui ai annoncé tout de suite la naissance aussi de ce petit dernier. Et puis, Il y a pas mal de sages-femmes comme ça qui, en fait, elles savent que l'accouchement c'est naturel, elles savent que ça se fait tout seul, elles ont d'expérience en fait. Et ils sont OK de suivre des gens comme ça, mais comme tu as dit, officiellement, ils ne peuvent pas. non, c'est ça. Et donc, du coup, bah, j'ai continué mon petit bonhomme de chemin à lire, à lire, à lire. Et puis, finalement, je me suis dit, bon, je vais peut-être aller m'inscrire dans une maternité quand même, parce que j'étais suivie par une sage-femme libérale. Ça vaut le coup aussi quand même que je le dise. Je sais plus comment. Je lui avais dit que oui, j'aimerais bien essayer une voix basse. Puis elle m'avait dit, ouais, là, ça va être compliqué, hein, franchement. Pas remarqué, dans l'hôpital où j'étais, où j'avais fait un plateau technique, il y a une femme qui a eu de césarienne. Elle est arrivée à la dernière minute. Bon, on a tous serré les fesses, hein, mais elle a donné naissance par voie basse. Puis tout d'un coup, elle me regarde à nouveau. Puis, oh, je crois que j'aurais pas dû dire ça. Parce que là, dans ma tête, c'était, mais là, voilà la solution. Génial, Voilà, merci beaucoup. voilà, c'est ça. Et puis donc, bon, je me suis inscrite donc, dans une maternité, une clinique, parce que voilà, dans ma tête, c'était encore une croyance que je me mettais. On était, entre guillemets, mieux traités dans une clinique que dans un hôpital parce que, ben, on paye. Bon, finalement, l'histoire me montrera que ça n'a pas forcément été le cas pour moi. Et donc, voilà, j'ai rencontré 2 fois une gynéco. Donc, on ne peut pas dire qu'elle me connaissait. Elle a juste vu des données. Puis voilà, je lui ai juste demandé est-ce que éventuellement c'était possible d'essayer par voie basse. Elle m'a dit on serait un, dans un hôpital universitaire. Je n'aurais pas les collègues que j'ai. Je vous aurais accompagné volontiers. Mais bon, en gros, la seule chose que je peux vous proposer, c'est une césarienne le plus tard possible. Bon, je raconterai plus tard pourquoi 39 semaines plus 6, c'est pas le plus tard possible du tout, même en France. Euh, et du coup, voilà, c'est tout ce qu'elle pouvait me proposer. Et puis en plus, ce jour-là, c'était pas elle qui faisait ça, puisqu'elle était en vacances. Donc il fallait que ce soit un autre gynéco que j'avais jamais vu. Elle a réussi à plaider en ma faveur pour que j'ai pas besoin de rentrer la veille, mais que je rentre le matin. Waouh, quelle chance! Et voilà. Et par contre, il voulait absolument que je vienne faire un monito 5 jours avant. Pourquoi faire? J'en sais rien. Bon. Et puis voilà, on est une bonne grosse semaine avant la naissance. Et là, je me rends compte que je perds du liquide.
Et là, je me dis, bon, je crois qu'il n'y a pas de doute, hein, c'est inodore. Enfin, je ne sais pas comment expliquer, ça sent la naissance, en fait. Et je ne sais pas comment expliquer pourquoi cette odeur-là, qui pourtant, ça ne sent quasiment rien, quoi. Ça sent la Je naissance. pense on est fait pour être sensible à cette odeur. C'est ça. Et pourtant, je ne l'avais jamais senti, en fait. Donc voilà, je me dis, ah, bah, j'ai une fissure. Je dois avoir faire une fissure. Et puis, donc voilà, une connaissance d'Oula m'a partagé un article d'une sage-femme australienne qui parlait justement de tout ce qui est fissure, rupture des os, etc. De la poche des os, je veux dire. Et en fait, juste le fait de l'avoir, je ne l'ai même pas lu, hein, mais juste le fait de l'avoir m'a confortée. Alors, j'ai dû peut-être le lire en travers, en diagonale, on va dire. Mais voilà, ce que j'avais dans la tête, c'était vraiment mon corps connaît les germes qui sont chez moi. Il ne connaît pas les germes qui sont à l'hôpital. Donc, je suis plus en sécurité pour le moment chez moi. Si rien n'est introduit à l'intérieur de mon corps, euh, voilà, je ne vais pas m'amuser à prendre de bain. De toute façon, je n'ai pas de baignoire. Donc, voilà, il n'y a pas de souci. Donc, je suis quand même allée à ce fameux monito avec ma fissure. Mais Et comme il n'y a tu pas les as eu... dit ou pas? Ah non, ah non, non, mais non, je savais très bien que si jamais j'osais dire ça, c'était terminé, je passais en césarienne direct. Ça, c'était sûr. Non, 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 moi, je savais vraiment où je voulais aller et c'était pas là. Donc, on est resté avec mon conjoint pendant, putain, je sais même pas combien de temps. Il nous a, ce monito a duré, mais ça a été long. Ça a été long. Euh, et puis, bon, bah, voilà, enfin, finalement, rien de particulier, mais on se sentait vraiment pas à l'aise dans cet univers de cette maternité-là, qui était faite quasiment que de préfabriqués autour. Enfin, non, on ne se sentait pas à l'aise du tout. Donc finalement, on s'est dit, ben, en cas de plan B, ce ne sera pas cette maternité-là, ce sera le CHU. Ils ne nous connaissent pas, mais s'il y a besoin d'y aller, ben, on ira là-bas. Et puis voilà. Et donc voilà. Et on arrive la veille de la césarienne. Donc je croisais les doigts pour que le travail se déclenche avant. Mais non. Et là, en fait, voilà, je suis vraiment à ce moment-là, voilà, je suis au fond du trou. Je pleure toutes les larmes de mon corps. J'essaie de trouver toutes les excuses possibles et imaginables pour pas y aller à cette césarienne. Et puis je finis par envoyer un message donc, à cette connaissance doula en lui disant voilà, j'en suis à chercher des excuses là, je peux pas, je peux pas. Et puis elle leur envoie un message que mon conjoint me transmet du coup le soir. Il peut être peut-être minuit quand il est rentré du boulot. Dans ma tête, je m'étais presque résignée au fait d'y aller. Le lendemain, la césarienne était prévue à 7 h du matin, hein. Donc il fallait aussi le temps d'y aller. Donc il fallait se lever à 5 h, je crois. Et du coup, donc, il me réveille, il me dit tiens, tu as une réponse, je crois que c'est important. Du coup, je lis sa réponse, la réponse de cette copine doula, qui me dit, mais c'est ton corps, c'est ton bébé et c'est ton choix. Personne ne peut t'obliger à y aller, personne ne peut t'obliger non plus à les prévenir. Et en fait, à l'intérieur de moi, j'ai senti comme une espèce de scission entre la petite fille sage qui va toujours à ses rendez-vous, qui fait toujours ce qu'on lui dit, qui jamais n'oserait ne pas prévenir, et la femme sauvage que j'étais en train de découvrir et qui disait, mais clairement, c'est pas ce que tu veux, ma cocotte, hein. Donc réfléchis bien, hein, c'est pas ce que tu veux. Et donc, on a pris le temps de discuter avec mon partenaire pendant peut-être 1 heure. On me disait, mais tu prennes le temps d'y réfléchir, on va t'ouvrir le ventre, c'est pas rien, on va te faire. Voilà, donc si c'est juste par rapport à nos parents, t'inquiète, je m'en fais mon affaire. Toi, tu gères la maternité, et puis voilà, c'est tout. Et là, ça m'a fait un bien fou. Et puis, ça faisait quelques temps que j'étais en contact avec une doula québécoise qui fait de l'hypnose et qui m'avait proposé de me faire une séance hypnose. On n'avait jamais réussi à se contacter jusque-là. Et là, on a réussi. Donc, elle m'a fait une séance d'hypnose. On a discuté longtemps. Donc, en fait, de 1 h 30 du matin jusqu'à 3 h du matin, en fait, on était voilà, en train de discuter, d'échanger, etc. Donc, évidemment, en me couchant à 4 h du matin, c'était impossible d'être à 7 h à la maternité. Je me suis réveillée, il était 11 h du matin. La vie prend le chemin naturellement. Voilà. Donc, évidemment, quand je me suis réveillée à 11 h du matin, il y avait déjà un certain nombre de messages sur mon répondeur. Donc, j'aurais même pas dû les écouter, hein, je les ai écoutés quand même, mais bon, voilà, c'est forcément le message classique, vous mettez en danger, vous mettez votre bébé en danger, j'en passe des meilleurs. Et j'étais particulièrement zen et alignée. C'est pour la première fois de ma vie, je me sentais vraiment alignée avec mes choix, mais je me sentais quand même trop vulnérable pour les rappeler et me prendre leur peur en pleine face. Donc, j'ai fait le choix que la petite fille sage à l'intérieur de moi a dû s'arracher les cheveux et essayer de ne pas les rappeler.
Et donc, j'ai envoyé un mail tout pourri depuis sur le site internet. Je ne sais même pas s'ils l'ont reçu ou pas, en expliquant que j'étais à l'hôpital, que je ne pouvais pas leur parler. Enfin, bon, bref, je ne savais pas quoi dire. Donc, j'ai envoyé un truc tout pourri. Voilà. Donc, bref, tu les as dit que tu étais dans l'hôpital et que tu voulais pas accoucher à la mater, c'est ça? Comme ça, ils t'embêteraient pas? Non, 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 je sais même plus. J'ai juste mis que j'étais dans un hôpital. Enfin, voilà, que je pouvais pas les rappeler. Pour un. Donc, j'ai jamais eu de nouvelles après, hein. J'ai pris le temps de leur expliquer tout ça par mail la semaine d'après parce que ça me semblait important. Mais j'ai jamais eu de nouvelles, hein. Donc, je sais bien qu'effectivement, c'était entre guillemets égoïste parce que, comment dire, ça bloque pas mal de choses, tout ça. Mais en même temps, Ils utilisent cet argument, mais en même temps, ils te donnent pas le choix de pas prendre le rendez-vous. Donc, c'est ça. Et donc, du coup, voilà, je passe cette journée vraiment comme sur un petit nuage. Donc, bah, voilà, mon partenaire appelle mes parents, appelle mes beaux-parents pour leur dire bah, non, 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 elle n'est pas allée à la césarienne. Comment ça? Et qu'est-ce que non, mais il n'y a pas de souci, tout va bien. On fera le nécessaire si besoin. Bon, après, pour le reste de la conversation, en fait, je ne sais pas forcément le tout, mais moi, j'étais dans ma petite bulle. Et puis, voilà, j'avais fait des crêpes du coup le soir et je sentais que ouais, j'avais ces sensations de resserrement que j'avais déjà depuis un certain temps. Bah, voilà, des contractions, hein, mais c'était pas douloureux. Et puis, je me suis dit, bah, tiens, je vais prendre une application. Puis, j'ai commencé à minuter. Ne faites surtout jamais ça, ça sert à rien. Donc, j'ai fini par laisser tomber parce que d'une, c'était complètement aléatoire. C'était des fois toutes les 15 minutes, des fois c'était toutes les 5 minutes. Enfin bon. Et puis surtout, j'étais jamais à côté de mon téléphone à chaque fois. Donc, ça m'a saoulée, j'ai laissé tomber. Et donc, voilà, le soir, vers 22 heures, on allait se coucher. Mais voilà, je sentais que voilà, je tenais pas en place. Je me suis levée et puis j'ai installé tout ce que j'avais envie dans mon salon. Alors, j'avais imaginé la naissance dans ma chambre. J'avais mis plein d'affiches, j'avais mis plein de trucs. Voilà, tout était dans ma chambre. Et ben non, je suis restée dans le salon. Donc, j'avais une grande couverture polaire que j'ai posée par terre. J'avais mon ballon, j'avais mes bougies, j'avais ma playlist. Et puis en fait, bah voilà, j'étais bien. J'étais juste bien. Je gérais tranquillement mes contractions, en fait. et du coup, à ce moment-là, le plan, c'était d'accoucher chez toi ou c'était d'aller à la mater le plus tard possible? C'était vraiment d'accoucher chez toi. Oui, Qu'est-ce qui t'avait peur ou pas du tout? Cette non, intensité. non, j'avais pas peur du tout, en fait. Il y a eu un moment, je devais être enceinte de 5 mois à peu près, où j'ai eu comme une espèce de vision, en fait, où je sentais vraiment physiquement la tête de mon bébé sortir de mon corps. Donc, c'est comme si ça me donnait vraiment ouais, une certitude supplémentaire, en fait. Euh, et puis, du coup, voilà, à un moment, bon, j'avais. Donc, la copine Doula m'avait prêté sa piscine d'accouchement. Et donc, bah, voilà, j'ai demandé à mon conjoint de gonfler la piscine. Et c'est là qu'on se rappelle que les hommes viennent de Mars et qu'on vient de Vénus, parce que j'ai pas précisé qu'il fallait donc la remplir. Donc, au moment où je sens que j'ai vraiment envie d'aller dans la piscine, elle est vide. Donc, mon conjoint qui était en train de dormir, ou enfin, je crois, j'ai aucun souvenir, hein, mais apparemment, je lui ai demandé de la remplir, mais je suis pas sûre que ça a été très fleuri comme façon de lui demander. Je n'en ai aucun souvenir. Donc, voilà, il commence à la remplir. Et puis, moi, je continue à gérer. Et franchement, clairement, pour moi, au niveau des contractions, c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal maintenant. Plus ça va, plus je déconstruis de choses et plus je me rends compte que c'est bien de vouloir se dire les étapes de la naissance, c'est ça, 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 ça. Mais en fin de compte, quand ce schéma-là ne s'applique pas à notre cas, ben on est perdu. Et ça a été mon cas. Ça a été mon cas. Je me suis sentie complètement perdue parce que le seul truc que j'avais pas bougé comme conditionnement, c'était la durée du travail. Comme mon corps était considéré comme primipare, mon travail devait donc être long. Ça a duré 3 heures et demie en tout. Waouh, ouais. Du C'est coup, pour ça que les cours de préparation à l'accouchement que je vois, ça surtout c'est dit quand aller à l'hôpital, comment compter les contractions et comment respirer. C'est trois choses qu'on n'a pas besoin de savoir et qui ça ne sert à rien. non, parce que du coup, on reste dans le néocortex et du coup, bah, Voilà. on n'est pas zen du tout. Et du coup, et moi, la sensation au niveau des contractions, j'avais l'impression qu'elles se succédaient pendant plusieurs minutes et qu'après, j'avais une longue pause. Et en fait, je suis incapable, j'avais pas de notion du temps, mais je suis incapable de dire
clairement avec des chiffres comment c'était. Mais vraiment, cette sensation de j'avais pas de répit entre contractions. Et puis après, une grande pause, enfin une grande. Bon, de toute façon, voilà, on s'entend. Et, euh, et voilà, donc je me rappelle qu'effectivement, attention, c'est très glamour. J'ai vomi 3 fois. Et après toutes les lectures que j'ai faites, ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Quand on vomit, c'est que notre corps fait de l'espace, justement. Donc, quand on va à la selle aussi, c'est que notre corps fait de l'espace. Quand on a besoin de vider sa vessie, c'est pas pour rien tout ça, c'est qu'on a besoin, le corps a besoin de faire de l'espace, ça veut dire que le bébé, il va pas tarder à naître, hein. Mais non, ça, c'est des trucs, c'est comme si mon cerveau voulait pas encore l'entendre qu'effectivement, c'était pour bientôt. Et puis voilà, un moment, lors d'un de mes innombrables allers-retours aux toilettes, je vois quelques gouttes de sang dans le liquide que je perds. Et c'était juste mon col qui devait travailler de fou, parce que ça allait quand même vraiment vite. Mais voilà, ça a fait. J'étais clairement dans cette fameuse phase que tout le monde appelle si joliment la phase de désespérance. Et où, donc, je suis arrivée dans la salle d'eau, dans la salle de bain. La piscine était enfin pleine. Et je dis à mon conjoint, on y va. Et en fait, clairement, à ce moment-là, c'est pour ça que je le dis et je le répète, à ce moment-là, c'est pas une personne du milieu médical que j'avais besoin, c'est une personne juste qui détourne l'attention en fait, vers la piscine. Donc, pas du tout du milieu médical, ça servait. J'avais pas besoin de connaissances médicales. Donc voilà. Donc, un peu en panique, on avait vaguement fait un sac au cas où. Donc, le sac, il essaye de m'habiller en pleine contraction. Donc, il n'est pas très loin, donc je pense qu'il va encore sourire jaune. Mais voilà, j'ai grogné comme jamais, mais tel une ours, en fait. Euh, Même encore quand j'en parle maintenant, il rigole jaune. Mais oui, c'est vraiment. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à lâcher prise. Et en fait, je me rends compte que ce sont aussi des barrières qu'on se met à toujours se dire, mais moi, j'arriverai jamais à lâcher prise. Le moment où, quand on n'a pas le choix, on lâche vraiment. Et clairement, je ne me serais jamais transformée en ours en mode femme sauvage comme ça. euh, Si j'avais vraiment été encore dans mon néocortex à analyser la situation, en fait. Et donc, on finit par arriver dans la voiture, tant bien que mal. Et au bout de à peu près, je sais pas moi, 10 minutes, mon corps se met à pousser tout seul. Et moi, dans ma tête, c'était trop tôt. Enfin, c'était pas possible. Je devais pas être dilatée suffisamment. C'était pas possible, en fait. Et clairement, étant donné que voilà, j'avais cette fissure et que j'avais jamais réussi à atteindre mon col, j'ai jamais vérifié et encore moins durant l'accouchement. Donc, je savais pas du tout où j'en étais. Et à ce moment-là, donc, mon conjoint qui sait pas trop quoi faire me dit, est-ce que tu veux que j'appelle les pompiers? Il paraît que je lui ai répondu de façon pas très fleurie non plus. Je ne sais absolument pas ce que je lui ai dit. Mais donc voilà, donc, oui, on était en plein milieu de la nuit en juillet donc 2020. Et donc, il a préféré appeler les pompiers. Donc là, c'est les pompiers de la campagne qui sont arrivés, super cool, qui ont, eux, été sympas, suffisamment sympas pour me laisser boire. Eux, le fait que je sois pas allée à ma césarienne, que je tente une voix basse après 3 césariennes, ouais, c'est bien, au contraire. Et en plus, ils n'avaient pas de brancard, donc ils m'ont juste aidé à descendre et attendre, en fait, le SAMU, le médecin du SAMU, un jeune médecin du SAMU qui n'a jamais dû assister à un accouchement de sa vie, qui arrive avec des pompiers de la grande ville et avec son assistante. Et là, voilà, là, je centre, en fait, c'est le moment où je laisse tomber. Enfin, je lâche tout, en fait, finalement. C'est comme si je transférais ma responsabilité. C'est ce que fait, malheureusement, en fait, ce lien qu'on a avec l'autorité médicale. Et qu'on rentre dans un milieu médical, tout de suite, c'est comme si voilà, on ne peut plus vraiment se battre. Puis encore moins quand on est vraiment sur le point de donner naissance. Donc, je me rappelle juste que j'ai essayé de murmurer, mais je suis pas bien dans cette position, donc allongée sur le dos sur un brancard. Euh, et à un moment, je dis, j'ai soif. 30 juillet, il y a 4 ans maintenant, il faisait une chaleur pas possible, donc encore plus sur le plan de travail, j'en pouvais plus, j'avais super soif. Et ah non, mais maintenant c'est fini, vous ne pouvez plus boire. Donc à part un peu de brumisateur, comme ça, c'est encore pire que tout, en fait, c'est une torture. Clairement, il faut le dire, c'est de la torture, hein. C'est vraiment de la torture. Interdire à des personnes de boire et de manger, c'est de la torture. Mhm. Donc, je le dis, je le redis, oui, on n'a pas le droit de faire ça. Ouais, il y a des gens qui disent accoucher en captivité contre Oui, Community Birth Society. C'est un peu extrême, mais que mais c'est non, pas c'est ça. ce qui t'empêche de boire et de manger et de C'est bouger ça. et d'aller aux toilettes si tu as besoin. Moi, j'ai eu des récits de Avoir femmes papa.
qui peuvent pas aller à la salle s'il veut. Il faut Oui, qu'elle reste dans le lit. Donc ça, pour moi, si c'est pas la captivité, je sais pas ce qui c'est. tout à fait, c'est ça. Et puis voilà, donc cette assistante qui me pose un cathéter avec un strap, espèce de bande élastique là qui colle, mais tellement, tellement serré que j'avais la main qui était vraiment collée comme ça et qui restait comme ça jusqu'au lendemain soir. Mais eux, ils étaient au Et courant que tu avais eu 3 césariennes? oui, D'accord. mon conjoint préférait leur dire en fait. Donc forcément, le médecin du SAMU était en panique au téléphone avec le CHU du coin qui était donc notre plan B. Et donc, voilà, c'était poussez pas madame, poussez pas madame. Puis dans ma tête, je me disais, mais comment vous voulez que je pousse pas? J'y peux rien, c'est mon corps qui fait tout seul en fait. Sauf que je suis à un moment du travail où je ne peux plus verbaliser. C'est vraiment la fin de la fin, entre guillemets. Et à ce moment-là, on peut plus parler. Enfin, c'est difficile à expliquer, mais c'est vraiment ça. Et donc, je me suis dit, je vais avoir un comité d'accueil à l'arrivée à la maternité, ça n'a pas loupé. Je sais pas, il y avait peut-être une dizaine, quinzaine de personnes qui étaient là, en panique, là. Ils espéraient tous faire une césarienne en urgence, hein, je pense, hein. Donc, je me rappelle de cette espèce où il y avait un brouhaha de partout, une personne qui s'énervait sur mon bracelet, là, qui ne voulait pas s'enlever. Mais je me suis dit, mais coupez-le si ça vous dérange, bon sang. C'est fou, en fait. Et puis à faire donc, un toucher vaginal pour voir où en est mon bébé. Une personne qui rase au niveau de la cicatrice, justement, au cas où, hein, ce serait bien, faire une petite césarienne. Et là, la personne donc, qui fait le toucher vaginal qui dit stop, bébé est là avec la poche, faut y aller. Bon, bah, du coup, hein, c'est parti. On rechange de salle hein, pour aller donc, dans la salle de naissance. Et là, en volet de moineau, il ne reste plus que le sage-femme avec une auxiliaire de puériculture, je suppose. Je ne sais même pas sa fonction. Et donc, mon conjoint, qui s'est retrouvé, donc, malgré lui, assistant, en fait, avec le brumisateur. Et puis, bah, voilà, le sage-femme qui, je pense que comme tous, hein, il avait la trouille. Donc, qui ne peut pas s'empêcher de dire madame, il va falloir y aller, hein, votre bébé, il n'aime pas là où il est, hein. Alors que je savais pertinemment que ce n'était pas vrai. Et donc, moi, j'avais essayé de murmurer aussi, ne me mettez pas dans cette position, je ne veux pas être dans cette position, mais pareil, impossible de parler. Donc, je me suis retrouvée dans la position gynécologique avec des étriers trop hauts. Et avec cette assistante, ou je ne sais plus sa fonction, me murmurer à l'oreille comme si c'était un secret. C'est comme si vous étiez constipé. Cette assistante qui peut-être a jamais accouché, en plus. Oh, je sais pas, quand même, elle était relativement âgée, hein, mais du coup, je me suis dit, mais à l'intérieur de moi, je riais. Je me suis dit, mais bon sang, mais moi, quand je suis constipée, d'une part, je ne pousse pas, c'est pire que tout. Et deuxièmement, c'est pas par là qu'il faut pousser, en fait. C'est pas par là que le bébé sort, en fait. Donc, ça n'a rien à voir. Enfin bon, donc mon bébé est né après 10 minutes de poussée. Donc, en fin de compte, il est né très rapidement. Mais évidemment, il m'avait injecté aussi alors, du Nalador, qui est donc un produit encore plus fort que le Syntocinon, qui coûte vachement plus cher aussi, censé, du coup, je suppose, éviter toute hémorragie ou tout ce que je ne sais quoi, sauf que, voilà, à peine mon bébé est né, j'ai dit, il faudrait qu'on ne coupe pas le cordon, et du coup, il n'y a pas eu le temps de quoi que ce soit. Le sage-femme a pris les ciseaux, a donné à mon conjoint, et clac. Bon, ok, d'accord. Et puis, tout de suite, bah, madame, poussez, et arrêtez de pousser. Le temps que j'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit parce que ça a été très rapide, c'est ça. Et donc voilà, le sage-femme a tiré sur le cordon pour arracher le placenta. Il n'y a pas d'autre mot. Mon bébé venait à peine de naître. J'avais pas de contraction à nouveau pour aider le placenta à sortir, encore moins vu qu'il n'y avait pas de gravité. Et donc forcément, s'en étant suivi ce qu'il voulait éviter, donc une hémorragie. Donc je me rappelle d'entendre dire ah, on est à 500, ah, on est à 800. Bon, bah, madame, il va falloir qu'on vous fasse une révision utérine sous anesthésie générale. Donc là, ben, on sort un peu manu militari, mon conjoint et mon bébé. On essaie de me mettre un masque là pour m'endormir. J'ai lutté comme pas possible parce que je voulais pas. Attends, Et oh là, tu t'es rend, t'avais, comment? qu'est-ce que tu avais? J'ai pas compris. T'avais Ah ben, une hémorragie? une hémorragie, d'accord. Bah, parce que quand on laisse pas le temps au Ah d'accord, placenta, tu parles de millilitres, ok. voilà, voilà, tout à fait. Et surtout quand on laisse pas le temps à l'utérus de contracter, bah, les veines, les artères ne vont pas se refermer, au contraire, Voilà, le voilà. placenta arraché, voilà. C'est ça.
Donc, en fait, voilà, ils ont fait cette révision utérine sous anesthésie générale, donc parce que voilà, ils avaient besoin de se rassurer sur l'état de la cicatrice. Enfin bon, franchement, si j'avais fait une rupture utérine, j'avais pas de péridurale, hein. Donc je l'aurais senti. Donc c'était un petit peu se mentir. Voilà, c'était juste qu'ils avaient déjà planifié d'en faire une pour moi et que donc fallait aller jusqu'au bout. Et donc, ben, forcément, en étant dans cette position-là, en poussant de moi-même et non pas en laissant mon corps pousser, forcément, j'ai eu une déchirure qui a été donc recousue pendant que j'étais sous anesthésie générale, euh, de façon. Alors, il y a des personnes qui vont dire que c'est de façon très maladroite. Non, moi j'appelle ça, c'est punitif. Pour moi, c'était punitif parce que on peut pas se louper à ce point à moins de le faire exprès, franchement. Dans le sens où plus tard, quand je suis rentrée chez moi, je sentais qu'il y avait quelque chose qui dépassait en fait pas très loin de mon périnée. Et puis j'avais l'impression qu'une de mes grandes lèvres, je la voyais plus. Donc je trouvais ça un peu bizarre. Et quand je suis allée donc faire mon rendez-vous de la 8e semaine, je crois, avec la sage-femme libérale, elle m'a dit ah, effectivement, c'est pas un 10 en couture, mais bon, oui, effectivement, bah là, il y a en fait, normalement, quand on fait une couture, on fait de bord à bord. Bon, bah là, en fait, j'ai un morceau d'hymen qui dépasse. Et puis, la grande lèvre a été prise dans la couture. Voilà. Mais attends, ça c'est pas un dessin de l'enfant, Bah, c'est pour moi, si c'est pas quel punitif, culpable. voilà. Si c'est pas punitif, c'est que vraiment la personne qui l'a fait ne doit plus exercer. Mais bon, j'en doute très fort. J'en doute très fort. Après, pour le reste, en fin de compte, à part le sage-femme qui nous a dit que c'était un petit peu inconscient quand même ce que vous avez fait, sinon tout le reste du personnel a été d'une bienveillance incroyable ensuite. Donc, bon, déjà, merci le Covid. J'avais une chambre double pour moi toute seule. Clairement, j'en avais rien à faire de ce qu'on pouvait dire de moi. Donc, moi, j'accueillais les gens, j'étais juste en slip filet, hein. J'étais donc toute nue. Voilà. Il faisait super chaud, hein. Enfin, avec de toute façon, les fenêtres qui donnent, il faisait une chaleur à crever. Mon bébé, je l'allaitais tout le temps. Enfin, je recevais tout le temps, tout le monde, les gens comme ça. Donc, je pense qu'il devait se dire, bon, celle-là, on va pas trop l'enquiquiner. Par contre, j'ai eu toutes les étudiantes sages-femmes. L'auxiliaire de puériculture a été génial parce qu'il nous a dit, bon, si vous voulez, on peut faire le bain peut-être le bain après-demain ou si vous voulez chez vous. Oui, voilà, ce sera chez moi. C'est parfait, impeccable. Et puis voilà, c'était des conversations avec donc une sage-femme qui était, je crois que je suppose qu'elle devait être IBCLC, euh, donc conseillère je vais y arriver en allaitement. Et donc voilà, de pouvoir discuter, échanger avec elle de façon vraiment très ouverte, c'était très chouette. Et puis à un moment, euh, elle allait sortir, puis elle dit, moi, si je viens là, hein, c'est juste pour prendre ma petite dose de bonheur, hein, parce que franchement, j'ai rien à dire, mais voilà, c'est juste pour prendre ma petite dose de bonheur. Donc voilà, c'était chouette. Et puis la pédiatre, juste avant de sortir, qui nous dit, vous avez bien fait de vous écouter. Et là, J'adore entendre ce mot. décidément. Et donc, j'ai envoyé un message donc à la sage-femme qui fait les AAD pour lui dire que mon bébé était né par voie basse. Et là, elle a sauté au plafond si elle avait pu, en disant, mais c'est génial, pourquoi tu t'arrêtes là? Faut que tout le monde le sache, etc., tata, etc., etc. Et voilà, donc je l'ai revu 2 ans après, ouais, 2 ans après pour les journées donc, de l'association des professionnels de l'AAD. Et voilà, c'était toujours aussi émouvant en fait de la revoir et puis de discuter. Donc c'était vraiment chouette. Et donc, je suis restée 3 jours à la maternité. Donc c'est le séjour le plus court. J'aurais pu rester moins, je pense, mais à ce moment-là, je ne savais pas. Et surtout, il y avait le prétexte de cette hémorragie qui fait que on a besoin de vous garder sous surveillance alors que mon taux de fer, il n'y avait pas de souci et que voilà, tout allait très bien. Mais je pense que à ce moment-là, je n'avais pas forcément envie de me battre non plus. Euh, donc, euh, donc voilà. Et puis c'est pareil, en fin de compte, mon conjoint me ramenait plein de trucs à manger. Donc finalement, voilà, ça a été plutôt pour le séjour en lui-même, voilà, ça a été plutôt pas mal. Donc finalement, l'hôpital. En tout cas, pour les séjours, je l'ai trouvé quand même plus agréable que les cliniques où j'étais. Donc finalement, c'était un peu aussi une croyance que j'avais. Hum. Et en fait,
pendant toute cette grossesse-là, je ne suis jamais allée chercher du côté anglophone. Et je ne saurais jamais m'expliquer pourquoi, parce que bon, l'anglais et moi, il n'y a pas de souci. Et je suis allée chercher du côté anglophone après la naissance. J'avais lu le livre de Laura Chanley Kaplan, Accoucher par soi-même. Et puis, voilà, je l'avais demandé en amie sur Facebook, elle avait accepté, on a échangé un peu. Et puis, sur son profil, elle avait demandé à sa communauté s'il y avait des femmes qui avaient eu plus de 2 césariennes et qui avaient donné naissance librement chez elles. Et là, dans ma tête, je me suis dit, bon, si elle a une réponse ou deux, 15 femmes, une bonne quinzaine de femmes en dessous avaient répondu après 3, 4 césariennes, etc. Ah ouais. Et là, je me suis... C'est ça le valeur de récite en fait. Oui, mais là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Donc, j'ai contacté la plupart de ces femmes-là. Et puis, je me suis dit, mais il y a un truc quand même. On n'est pas si différente que ça des Américaines. Qu'est-ce qui fait que, du coup, en France, on nous dise après 2 césariennes, c'est 3 points. Euh, donc là, voilà, j'ai commencé à chercher de plus en plus, à creuser davantage. Et donc, j'en suis même arrivée maintenant à trouver des récits, notamment une femme qui avait eu donc 7 césariennes, qui a donné naissance chez elle avec sage-femme. Une sage-femme, d'ailleurs, qui est spécialisée, qui devrait être à la retraite hein, depuis le temps, mais bon, la passion, hein, qui est spécialisée justement dans l'accompagnement des femmes césarisées, multicésarisées, et ou avec cicatrice spéciale, donc la fameuse cicatrice en T inversée, par exemple. Et dans les années 80, elle avait accompagné une femme qui avait eu 9 césariennes, à donner naissance chez elle à son 10e bébé. Voilà, donc plus ça allait et plus je me suis rendu compte que tous ces récits de l'impossible, donc que ce soit pour des césariennes ou même pour des naissances gémellaires ou même pour plein d'autres choses où on nous dit que de toute façon c'est super dangereux, au fur et à mesure, j'ai découvert plein de récits qui montraient le contraire. Et en fait, c'est à partir de là vraiment que j'ai senti qu'il y avait vraiment quelque chose, qu'il fallait que les femmes puissent être au courant qu'elles ont des choix. Et que ben, cette phrase-là, c'est ton corps, c'est ton bébé, c'est tes choix, c'est ça, c'est clairement ça. Donc voilà, j'ai fait ce choix de partager donc, mon récit. Et à partir de ce moment-là, en fait, bah, pas mal de femmes m'ont contactée, qui avaient eu elles aussi plusieurs césariennes. Donc j'ai commencé en fait déjà à les accompagner sans vraiment comprendre que je faisais de l'accompagnement. Et puis après, j'ai senti que j'avais envie vraiment ouais, de me former, sans forcément dire que c'était pour me former, mais c'est que j'avais envie je sais pas, de découvrir encore d'autres choses. Donc, bah, j'ai suivi donc euh, les, les enseignements de Wapio. Et puis après, Michel Ledanly à la Meur. Et puis après, on s'arrête plus vraiment, hein, finalement. Mais j'avais vraiment fait ce choix de ne pas faire d'école de doula parce que j'ai toujours souhaité, j'ai toujours fait comme ça, j'ai toujours préféré avoir plusieurs mentors pour me faire ma propre idée plutôt que d'être dans une école où je vais avoir la vérité d'une ou deux personnes, en fait. Ouais. Donc voilà, avoir ma propre couleur et mes propres valeurs. Donc, euh, donc voilà un petit peu. Ah, c'est super. Très, très beau récit. Merci beaucoup. C'est c'est ça le valeur des récits. Effectivement, que d'autres femmes qui voient puissent dire, ah voilà, moi je peux le faire aussi. C'est le but de tout ça. Génial. Mm. J'ai quand même quelques petites questions à te poser. Donc, tu étais quand même partie pour un projet d'accoucher chez toi. Et Ouais. tu m'as dit que pendant la phase de désespérance, voilà, tu as craqué. Craqué, désolée, c'est pas ça le mot, mais voilà, tu es allée. En tant que doula, toi, qu'est-ce que tu ferais pour toi à ce moment-là? Si tu étais ta doula, si tu étais voilà, ta accompagnante à la naissance. Surtout, je ne parle pas. Je pense que je me serais accompagnée moi-même vers la piscine, tout simplement. Pour moi, la présence, en tout cas, d'une personne qui est censée garder l'espace, c'est d'être la plus discrète possible. Et du coup, je ne suis pas forcément dans comment dirais-je, dans la vague, on va dire, des doulas qui font beaucoup de choses pendant les accouchements. Parce que non, en fait, au contraire, moi, je suis, mais voilà, je ne propose pas des milliards de trucs, en fait.
parce que c'est pas mon approche du tout. Donc, en fait, oui, non, là, c'était vraiment juste sans parler, parce qu'il n'y a pas forcément besoin de parler, puisque c'est pas le moment, en fait. Mhm. Ah oui, stop. Tu ranges l'argile, s'il te plaît. Merci. Mange de l'argile. Mon fils mange de l'argile comme ça, tout va bien. Alors, mon fils il mange la pâte à modeler, donc ça va. Oui. Après, c'est de l'argile, du coup, pour se soigner, mais bon. Mais je pense que ça fait du bien de manger de l'argile verte, un truc comme ça. Ah oui. Ah oui, tout à fait. Tout à Voilà, fait, donc. c'est très bon. Mais oui, du coup, ça serait juste, ouais, juste aider à se tourner pour aller voir la piscine, rentrer dans la piscine et clairement, enfin, je sais en tout cas pour moi que une demi-heure après, il aurait été là en fait. Je sais pas pourquoi, ça c'est pareil, c'est complètement instinctif, ça n'a rien de rationnel, mais j'ai ce truc de me dire, oui, une demi-heure après, je sais qu'il aurait été là. Donc voilà, c'était juste ce besoin d'être, entre guillemets, entendu sans être trop entendu non plus dans cette fameuse phase où on est à deux doigts, on est prête en fait à mourir pour laisser place à la naissance en fait. C'est vraiment ce moment où on a où le voile est le plus fin entre la vie et la mort, où justement, voilà, enfin, ouais, c'est d'une intensité du coup qui est tellement forte et puissante que c'est Qui est une quelque chose voilà, qu'on n'expérimente pas dans la vie de tous les jours en fait. Ouais, qui est une partie de nous, il mord, vraiment. Ouais, C'est ça, pour renaître autrement. ouais. Très beau, très beau. Pendant ta préparation pour ton accouchement chez toi, euh, est-ce que t'as pas eu peur ou est-ce que tu as lu des choses par rapport aux ruptures utérines? Et c'est quoi ton avis par rapport à ça pour les femmes qui ont vécu des césariennes? Euh, Moi, personnellement, je sais qu'il y a des cas, mais je pense que c'est utilisé un peu comme la carte, ton bébé il va mourir, hein. Tu vas avoir une rupture utérine, donc attention. Je voulais écouter un peu, voilà, tes pensées sur ça. Alors, étonnamment, peut-être que de façon inconsciente, je me suis même pas penchée sur les chiffres en eux-mêmes. J'ai dû aller quand même sur quelques sites et regarder un petit peu, mais c'est comme si finalement, ça ne s'appliquait pas à moi. Et puis j'avais toujours cette phrase de la gynéco qui disait: «C'est comme une première césarienne pour ma troisième césarienne». Donc je restais vraiment sur: «J'ai autant de chance qu'une femme qui a eu une césarienne, donc il n'y a pas de souci en fin de compte». Et pour les personnes pour qui les chiffres sont vraiment importants, j'aimerais vous inviter vraiment à faire un switch. Au lieu de vous dire: «J'ai, tant de pourcentage de risque de faire une rupture utérine», voyez le contraire: «J'ai tant de pourcentage de chance de ne pas avoir de rupture utérine» et le pourcentage, il est énorme. On est quand même dans les 99, donc voilà. Et encore plus par rapport aux femmes multicésarisées, il y a vraiment aussi, si vraiment on veut avoir des chiffres, mais bon, pour moi, les chiffres, ça veut tout rien dire parce qu'il y a beaucoup de critères et beaucoup de choses qu'on n'a pas. Euh, Après, donc, le risque de rupture utérine augmente légèrement quand on passe de une à deux césariennes. Quand je dis légèrement, c'est vraiment légèrement. Et à partir de deux césariennes, il stagne, peu importe le nombre de césariennes. Par contre, ce qui augmente comme risque, c'est plus on fait de césariennes et plus il y a le risque d'avoir des placentas accreta, un placenta qui va être trop profondément inséré dans l'utérus. Et ça, c'est beaucoup plus, c'est dans un certain sens plus embêtant encore que la rupture utérine, parce que dans la rupture utérine, dans ces fameux chiffres de la rupture utérine, on met tout. C'est-à-dire, on met la rupture utérine là où ça s'ouvre en grand, enfin, où c'est vraiment catastrophique, c'est mortel, enfin, c'est tout ce qu'on veut, où c'est gravissime, effectivement. Mais on met aussi donc les fenêtres, les déhiscences qui peuvent être parfois sur quelques millimètres en fin de compte. Donc, dans le pourcentage qu'on a, qui est déjà quand même minime, le risque qui est vraiment mortel, entre guillemets, et encore, je pourrais encore parler dessus longtemps, il est encore plus petit que ce fameux pourcentage-là. Quand je dis que, oui, bien sûr, il y a eu des cas de rupture utérine, où il y a eu des décès de la maman, des décès du bébé, bien sûr, mais il y a eu aussi des cas où, en fait, le corps du bébé a colmaté la brèche. Donc, en fait, il y a beaucoup de choses qu'on ignore. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on ignore. Le bébé ne va pas se retrouver directement dans l'abdomen.
il est quand même suffisamment grand en taille à ce moment-là pour pas se retrouver sorti dans l'abdomen. Enfin, même là-dessus, quand on y réfléchit, qu'on se pose et qu'on essaie de réfléchir de façon raisonnée, un bébé ne peut pas se retrouver comme ça dans la cavité abdominale de sa mère. Enfin, c'est que du coup, c'est une éventration. Là, on ne parle même plus d'une rupture utérine, c'est vraiment une éventration. Et avant qu'on arrive à une éventration pareille, il se passe quand même un certain temps. Donc, on a du temps quand même pour intervenir. Et là-dessus, pour les personnes qui lisent l'anglais, n'hésitez pas à lire le livre qui s'appelle Silent Knife, qui a peut-être une quarantaine d'années, toujours d'actualité, et qui dédramatise énormément de choses. Pensez aussi une chose, c'est qu'on oublie toujours, est-ce qu'on prévient les futures mamans, les femmes qui n'ont jamais eu d'enfants, qu'elles peuvent avoir une rupture utérine? Parce que ça aussi, ça existe, et en fait, on n'en parle jamais. Et pourtant, oui, c'est possible. Mais à force de toujours vivre dans la peur du risque, bah, évidemment, à force, ces risques se concrétisent. C'est que plus on vit dans la peur, et plus on crispe notre corps, et plus forcément, bah, on se fait tout un narratif aussi qui va faire qu'on va y arriver. Ouais, Donc, et bébé et notre corps sont très susceptibles pendant la grossesse, physiologiquement avec les hormones qu'on sécrète, avec voilà ce qu'on a comme émotion et c'est vrai que la peur, ça fait un effet boule de neige, comme tu as dit, hein. On trouve un truc, on se stresse parce qu'on est stressé, notre corps il produit tel truc, et ben voilà, ça s'enchaîne. alors pour moi, j'ai beaucoup de mal maintenant avec tout ce qui est études, peu importe les études, hein, quelles qu'elles soient, dans le sens où pour moi, il y a vraiment un biais pour la grande majorité des études, parce que enfin non, toutes les études ont lieu en milieu hospitalier. Il n'y a pas d'études qui essaient de voir, lors d'une naissance à domicile, sur toutes les femmes qui ont eu je ne sais combien de césariennes, par exemple, et qui donnent naissance à domicile, quel est, entre guillemets, le pourcentage de rupture utérine. On n'en sait rien, en fait. Et puis, Oui, dans ces... ils ont pas de mesure, ils ont pas d'infos, Non, mais c'est bien parce que ces accouchements, ça se passe bien et c'est pour ça qu'ils n'ont pas les infos. c'est ça. Et puis, pour ces chiffres-là, on n'a pas la totalité des données. Quand a eu lieu cette fameuse rupture utérine, c'est-à-dire à quel stade de la grossesse? Est-ce qu'il y a eu un déclenchement avant? Est-ce qu'il y a eu péridurale? Est-ce qu'il y a eu décollement des membranes? Est-ce qu'il y a eu rupture artificielle Enfin, il y a plein de choses comme ça qu'on ne prend Oui, pas c'est en vrai que compte. la rupture utérine est parfois très liée avec l'ocytocine de synthèse aussi. Bien sûr. Et À ouais. partir du moment où on veut en fait forcer la nature, c'est un peu logique aussi que, enfin, c'est comme pour un élastique. Enfin, prenez un élastique. L'élastique, plus vous tirez, au bout d'un moment, il craque. Ben, c'est un peu pareil en fin de compte. Donc, vouloir absolument qu'une naissance ait lieu alors que finalement, c'est pas le moment, ben, c'est comme l'eau. J'aime bien dire toujours la même chose. C'est comme l'eau. L'eau, quand on la bloque, elle trouve toujours un chemin pour partir à nouveau. Et ce sera peut-être pas le chemin qu'on souhaitait en fait. Donc, j'ai vraiment envie de dire, c'est pas de ne plus de pas écouter tout le corps médical, c'est pas tout ça, c'est d'essayer de prendre du recul et d'essayer de réfléchir par soi-même aussi. C'est pas non plus de croire tout et n'importe quoi, c'est pas de croire la première personne. Je vous dis pas non plus de me croire et de croire ce que je dis. C'est surtout toujours de varier ses sources en fait, de toujours se dire ok. Alors j'ai entendu, il y a eu une personne qui a fait comme si, ben, je vais chercher d'autres récits, d'autres possibilités. Et si vous voyez qu'il y en a quand même un certain nombre, c'est pas juste une exception qui confirme la règle en fait, c'est que c'est possible. Et je reviens, j'avais dit que je parlerais de cette fameuse césarienne programmée le plus tard possible à 39 semaines plus 6. J'ai accompagné une femme qui avait une première césarienne pour dépassement de terme. Et là, donc, elle était en dépassement de terme déjà pour son deuxième. Et elle ne voulait pas d'une nouvelle césarienne. Il lui avait proposé, donc elle avait déjà refusé plusieurs fois la césarienne, et il lui avait proposé de faire une césarienne programmée à 43 semaines en France. Donc, comme quoi, oui, c'est possible, même 43 semaines, c'est possible. Elle a refusé, et elle a donné naissance par voie basse à son bébé à 43 semaines plus 5. Voilà. Donc, encore une fois, pour moi, les chiffres, quels qu'ils soient, que ce soit, enfin, encore plus pour moi dans la grossesse et dans l'accouchement, c'est une catastrophe et c'est délétère. Pour moi, c'est vraiment délétère. On parle en périmètre de crâne, on parle en poids du bébé, d'estimation de poids du bébé. On se met une pression pas possible alors que c'est une estimation. Rien ne dit que ça va être ça. On se met la pression par rapport à la taille du bassin.
un certain nombre de femmes, alors que ça, c'est pareil. C'est une donnée fixe, alors que pendant la grossesse, pendant la naissance surtout, le bassin, il s'agrandit largement. Bref, tout ça, le fait de devoir minuter les contractions, ce sont des chiffres encore. Bah, Le fait il de faut que dire, tout ça rentre dans les cadres voilà, pour que ça soit contrôlable, que ça soit mesuré, que ça soit dans leur connaissance. c'est Sinon, ça, c'est une anomalie, c'est un atypique, c'est une pathologie. Alors qu'on apprend, c'est juste une variation du normal. C'est c'est juste, ça. Et c'est c'est même tout comme pas le temps. je ne sais même plus comment il s'appelle cet homme, fin 19e, qui a décrété que le travail, c'était l'ouverture du col 1 cm par heure. Les femmes Il, ne sont pas des machines, les corps des femmes ne sont pas des machines, et chaque femme va réagir de façon différente en il y a fonction encore des de hôpitaux son histoire. Oui, qui font ça, mais hein. il y a, alors je sais plus, je crois qu'au début du XXe siècle, la durée moyenne de l'accouchement, de la naissance, était, je crois, de l'ordre de 14 heures. Là, à l'heure d'aujourd'hui, la durée moyenne d'un accouchement, c'est 8 heures. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Pourquoi est-ce qu'on a moins de temps maintenant? Pourtant, nos corps n'ont pas changé. Donc, on ne peut pas me dire qu'en l'espace d'une centaine d'années, notre morphologie a tellement changé qu'on accouche plus vite. C'est faux. C'est complètement faux. C'est juste que j'ai envie de reprendre aussi cette petite anecdote en fait, qui tourne pas mal sur les réseaux. C'est que si on devait ramener l'échelle de enfin, sur l'échelle de 24 heures, l'existence de l'être humain, la médicalisation de la naissance, ça fait 40 secondes seulement. Donc, clairement, il faut essayer de se rappeler que pendant tout le reste de ce temps-là, on s'en est sorti sans tout ça. Et si c'était si grave et dangereux, on ne serait pas là pour en parler. Et comme Nina a dit, on mourrait pas tous en couche, hein, vous inquiétez pas. Ah non, mais non, bah non, non, ça justement. On peut peut-être se poser la question sur les méthodes d'hygiène des médecins à l'époque. Et de se rappeler que justement, beaucoup de femmes sont décédées de la fameuse fièvre puerpérale parce que les médecins passaient d'un cadavre à une naissance juste après sans mesure d'hygiène du tout. Et que celles qui allaient à l'hôpital à ce moment-là, c'était celles qu'on appelait les pauvresses parce qu'elles n'avaient pas le choix. Mais elles ne voulaient pas y aller. Tout le monde donnait naissance chez soi. Ouais, ouais, c'est important ça. Tu as parlé pendant ton récit. Que c'est vrai que même si tu as une césarienne programmée, que tu as un rendez-vous, on n'est pas obligé d'y aller. Personne va venir avec le SAMU chez vous pour vous prendre. Non, Et, ouais. du tout. Même si on dépasse le terme, qui est aussi, voilà, comme tu as dit, c'est un calcul, C'est un calcul un qui est calcul très complètement ancien, faux. c'est basé sur, ça n'a pas changé depuis pas combien d'années, tu Au vois. départ, au départ, on calculait, entre guillemets, la grossesse en lune. On parlait de la grossesse en lune. Donc, 10 lunes, c'est plus long que 9 mois. Déjà, rien que ça nous a plombé. C'est-à-dire que quand on a décidé de parler en mois, ben, on nous a enlevé peut-être une semaine. Mais une semaine en fin de grossesse, On c'est a gros. enlevé aussi la narrative féminine de la Lune. On est Bien passé au sûr, bien soleil. sûr. Et donc, déjà, quand on a ce premier rendez-vous de datation, où on va nous dire, voilà, la conception, elle était à peu près par là. Même si vous savez que c'était pas ça et que la naissance, c'était pas la grosse, enfin, juste la conception, je veux dire, avait lieu tel jour, on va vous dire, oui, oh, c'est pas grave, à 2, 3 jours près, c'est pas grave. À ce moment-là, c'est pas grave. Sauf que pour eux, en fin de grossesse, ces 2, 3 jours de différence, voire des fois une semaine, sont d'une importance capitale. Alors que pour vous, c'est pas le cas. Donc, en fait, là aussi, il faut arriver quand même à se dire que quand on est en fin de grossesse, quand on arrive vraiment pas loin de la naissance, il faut avoir quelqu'un qui soit soutenant, que ce soit son conjoint ou quelqu'un d'autre, pour pouvoir aussi faire barrière par rapport à tout ce qui peut être super stressant en lien avec le milieu médical. À partir du moment où vous allez dépasser le terme, il va y avoir la pression d'aller faire le contrôle tous les 2 jours ou tous les jours, ça dépend des maternités. Et que si vous n'y allez pas, on va vous appeler, vous rappeler, vous rappeler. Et que parfois, ils vont même jusqu'à faire des menaces de signalement, des menaces de ceci, de cela. Et en fait, il faut arriver à vraiment avoir quelqu'un qui puisse avoir les épaules, le charisme, justement, pour tenir tête à votre place, parce que c'est clairement pas à ce moment-là qu'on doit sortir la guerrière qui est en nous. C'est pas maintenant. Il faut attendre un petit peu. Il faut garder notre lionne pour plus tard, quoi. Donc, c'est terrible parce qu'on ne devrait pas avoir ce genre de pression. La grossesse en elle-même, déjà, devrait être un moment des plus sereins où la femme, justement, peut se reposer, peut être la plus détendue possible parce que, en fait, tout le monde prend soin d'elle
On n'est pas du tout dans cette façon de faire, malheureusement, dans notre société. Et le postpartum, alors là, Bah, ça commence par les noms, c'est dit des examens obligatoires, des rendez-vous obligatoires, alors que je comprends pas. Moi, ça fait pas longtemps que je suis arrivée en France, mais je comprends pas si c'est vraiment obligatoire. J'ai compris que si bébé est d'un mois, c'est moi qui décide, mais une fois que bébé est sorti, il appartient à moi et à l'État. Je connais pas encore les règles, hein. Je suis désolée. oh, Et, c'est compliqué. mais je me rappelle d'avoir refusé quoi que ce soit dans la maternité. Je dis, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Ah oui, je croyais que bébé était d'un mois et que si je voulais, je pouvais juste sortir, hein. Il me semble que j'ai le choix quand même. C'est ça. Mais non, en fait, ils disent que les examens sont obligatoires, c'est surtout par rapport à la CAF et donc aux aides, aux allocations familiales. C'est-à-dire que donc, si on ne fait pas, euh, normalement, hein, si on ne fait pas donc tous les examens, on n'est pas une bonne élève, entre guillemets. Donc, toucher la prime de la naissance, voilà, c'est comme pour faire la déclaration de grossesse. Cette déclaration-là, elle ne sert qu'à la CAF, justement, pour pouvoir être à jour, pour pouvoir donner la prime de naissance, normalement, au bon moment. Mais sinon, elle n'a pas d'utilité en elle-même, cette déclaration de grossesse réellement. Et la datation de grossesse non plus, surtout si on connaît la date quand on est tombé enceinte. Voilà. C'est ça. Mais voilà, après, il y a tellement, tellement d'autres choses. C'est de prendre le temps aussi de s'informer sur les échographies, de se poser la question aussi. Euh, pour connaître les tenants, les aboutissants et prendre ses propres décisions en conscience, de se dire, bon, moi, je fais quand même le choix de les faire, même si je sais que ça, parce que je veux ça. Mais c'est vraiment hyper important de s'informer et pas de suivre ce qui nous est dit sans se poser la question. Voilà, quand il peut y avoir, c'était le cas, hein, je crois que c'était des gynécos ou des sages-femmes qui disaient, bah, vous mesurez en fait, je crois que c'était, non, votre pied. Et bah, grâce à la mesure de votre pied, je peux savoir si vous avez un petit bassin ou un grand bassin ou je sais pas quoi. Mais le pied, il évolue pas, lui. Je veux dire, pendant la naissance, Y a pas de relaxine qui non, traverse les pieds. non. Et puis surtout, le bassin, c'est pas un os fixe. Le Ouais. bassin, c'est vraiment plusieurs parties qui sont liées ensemble et c'est amovible en fait. Donc, euh, donc oui, malheureusement, il y a aussi des choses qui ne sont pas forcément bonnes à dire. Je me rappelle que le gynéco m'avait dit, oui, enfin bon, évitez de lire tout ce qu'il y a sur Internet hein, parce que en règle générale, c'est pas des bonnes informations. Mais en fait, de me dire que mon bébé, alors, à 32 semaines, va rester bloqué dans cette position jusqu'à la fin, c'était la désinformation aussi, finalement, dans un certain sens. Mais je pense que c'est vraiment important d'arriver à reprendre sa souveraineté. Alors, bon, ça pourrait être dans plein d'autres niveaux, hein, mais déjà au moins là-dedans, de se rappeler que oui, c'est notre corps, c'est notre bébé, et que les personnes extérieures ne sont pas censées savoir mieux ce qui se passe dans notre corps. Ouais. C'est d'arriver à se dire aussi on a toujours cet instinct de survie et ce système d'alarme à l'intérieur de nous qui nous dit si quelque chose ne va pas. Donc, c'est juste que ça fait tellement longtemps qu'on a délégué tout ça, qu'on a du mal à se dire qu'on va réussir à être connecté suffisamment à notre corps pour dire, OK, là, effectivement, je sens que ça ne va pas. La phase de désespérance, c'est encore autre chose parce qu'en fait, clairement, à l'intérieur de moi, je sentais qu'il n'y avait pas de souci, que je n'allais pas mourir. Je n'étais pas du tout dans le je sens que là, il y a un truc qui ne va pas. C'est juste que voilà, c'est dans cette phase-là où c'est tellement intense qu'on se demande si vraiment on va y arriver. Et en même temps, c'est parce qu'on sait et on sent inconsciemment que tout se précipite et qu'on va bientôt changer de statut, entre guillemets, et qu'on va bientôt rencontrer ce petit être qu'on a gardé en nous si longtemps. Donc ouais, je pense qu'on a vraiment on a à gagner à oser se faire confiance à nouveau à nous-mêmes. Oui. Et même pour les fins qui trouvent, ah, mais moi, je sais pas écouter mon intuition. Moi, particulièrement, c'est juste une opinion, mais pendant mes grossesses et accouchements, j'ai trouvé que ça a raffiné. J'ai trouvé que j'étais encore plus sensible à écouter mon corps. J'ai trouvé, c'est comme si, comme tu as dit, les voiles étaient ouverts. Et là, mon corps, il me parlait encore plus fort. Donc, mon intuition qui parfois me parle comme ça, pendant l'accouchement, c'était non! Oh oui! Tu vois, c'était un cri vraiment clair. Et, euh, et voilà, c'est ça, j'aime bien ton invitation
de dire, allez, c'est pas qu'on dit ce que le médecin il dit, c'est n'importe quoi, c'est pas ça, c'est juste entendre aussi ta petite voix dans ton corps, questionne aussi tout ce que tu vois, va chercher aussi des livres, des récits, bah, bref, tout ça, et fais ta choix, fais tes choix, hein, toi-même. Mm, J'adore. tout à fait. Et clairement, ce qui m'a manqué, moi, pendant ma grossesse, donc, c'était de trouver une doula, justement, qui puisse m'accompagner dans mon projet. Euh, donc, c'est un peu pour ça aussi que je suis devenue doula, hein, du coup. Et puis, ce qui m'a manqué aussi, c'était de trouver des récits de femmes dans ma situation. Alors, j'avais trouvé le récit d'une femme qui avait eu 3 césariennes et qui avait réussi une voix basse, mais son récit ne me parlait pas parce qu'elle avait fait le choix de faire vraiment des kilomètres pour essayer de trouver une maternité avec une équipe qui était d'accord. Et puis après, c'était vraiment elle qui faisait beaucoup de concessions pour accepter leur protocole. Et du coup, moi, ça ne me parlait pas du tout par rapport à ma vision, en fait, par rapport à ce que je souhaitais moi. Donc, en fait, j'ai rien trouvé en France qui puisse me soutenir pendant cette grossesse-là. J'ai trouvé donc un récit d'une femme québécoise qui avait eu 2 césariennes, mais qui avait donné naissance librement chez elle, mais qui avait donc, on va dire, des facteurs de complications, il faut dire ça comme ça, que je n'avais pas. Comme syndrome de HELP précédemment, qu'elle avait eu aussi une prééclampsie. Il y avait donc aussi un surpoids. Enfin, il y avait des choses du coup que moi je n'avais pas. Du coup, je me disais, si elle a pu, je peux aussi. Enfin, c'était en fait, voilà. Et ce récit-là m'apportait les jours de doute, les jours où je me disais, mais bon sang, mais pourquoi je ne choisis pas la facilité? Pourquoi je ne vais pas à cette césarienne? C'est réglé au moins comme ça. Bon, c'est pas la facilité du tout, hein, je le redis Ouais, ouais. d'aller à une césarienne. Mais voilà, en fait, dans ces moments-là où je me sentais en fait un peu toute seule, où je me disais, mais qu'est-ce que je me casse la tête à vouloir faire ça? Et c'est pas complètement dingue? Est-ce que vraiment c'est voilà, mais c'est logique d'avoir des jours de doute, hein, mais voilà, de lire ces récits-là, ça m'a fait beaucoup de bien. Euh, Après, je sais pas, j'ai jamais pris le temps non plus. J'avais trouvé un récit en anglais de la Free Birth Society d'une femme qui avait eu 5 césariennes et qui avait donné naissance librement chez elle. J'ai pas pris le temps de l'écouter. Mais voilà, donc c'est pour ça aussi que j'ai créé un podcast où j'ai donc les récits de plusieurs femmes qui ont eu plusieurs césariennes, qui ont donné naissance librement chez elles ou à l'hôpital. Enfin bon, voilà, un certain nombre de choses pour essayer de déconstruire et de montrer que même si on est catégorisé grossesse à risque ou grossesse pathologique, alors pathologique, ça veut dire maladie. Déjà, ça ne va pas ensemble. Bref, tout ça pour dire que c'est pas pour ça que ça va forcément mal se passer du tout. Il y a d'ailleurs sur mon podcast, il y a le récit de Clotilde qui avait eu une première césarienne, puis ensuite elle a donné naissance par voie basse à son deuxième, donc en AAD avec une sage-femme. Et ensuite, elle a attendu des jumeaux, dont un, je crois, qui était en siège. Et elle a donné naissance librement chez elle à ses jumeaux. Voilà. Donc, en fait, c'est vraiment pour se dire que tout ce qu'on nous dit, ou de toute façon, c'est impossible, bah, dites-vous le contraire. C'est possible. C'est possible, en fait. Ouais, bah, super. Et je voulais te demander, bah, je pense que tu as déjà répondu, voilà, qu'est-ce que tu voulais dire au moment, mais je pense que tu veux rajouter quelque chose. Qu'est-ce que tu voulais dire au moment qui ont eu des césariennes, qui ont déjà envie d'avoir un accouchement par voie basse ou d'avoir un accouchement autonome, voilà, mais qui ont peut-être peur ou qui ont peur peut-être du défi d'avoir interagi avec le corps médical et tout ça. Est-ce que tu as un conseil pour ce moment? Entourez-vous de personnes qui croient en vous. Donc ça peut être à travers divers groupes sur Facebook, ça peut être voilà, ça peut être de plein de façons différentes. Lisez aussi, sans forcément chercher à comprendre la naissance en elle-même, parce que plus ça va et plus je me dis qu'à force d'essayer de comprendre la naissance, on mentalise trop les choses et que ça sert à rien de comprendre finalement la naissance, comment ça se passe dans le corps. Là, il faut juste lâcher prise là-dessus. Mais voilà, quand on a un projet qui sort un petit peu des sentiers battus, quand on est un cas entre guillemets particulier,
c'est vraiment le moment pour avoir besoin, on a vraiment besoin de soutien, on a vraiment besoin de savoir qu'on n'est pas seul. Et clairement, pour moi, c'est hyper important. Donc, donc là, moi, j'ai créé le hameau des Reines justement pour. C'est le premier village en ligne pour les femmes césarisées, pour que les femmes entre elles, enfin, on parle de tout, mais c'est de pouvoir aussi sentir qu'on n'est pas seul par rapport à ces césariennes, par rapport à ses envies, par rapport à ses idées, en fait, aussi, tout simplement. Euh, et voilà. Donc, ne pas hésiter à participer aussi si vous avez des cercles de parole ou des tentes rouges dans votre coin, même si ça ne vous parle pas, peut-être c'est un peu des trucs un peu ésotériques. C'est juste retrouver ce lien entre femmes qu'on a perdu depuis trop, trop, trop longtemps, malheureusement, et qui est si important. Et que de se rendre compte qu'on peut avoir ce lien avec des parfaits inconnus qu'on connaît peut-être juste 2 heures de notre vie, parce qu'on va les avoir croisés dans cette tente et puis plus jamais. Mais il y a un truc qui se crée qui est incroyable. Et quand on dépose, quand on écoute les autres déposer, on se dit, mais waouh, en fait, mais je suis pas seule. Et encore une fois, non, on n'est pas seul par rapport à tout ce qu'on peut vivre dans notre vie de femme. Et bon, ça, on en a des choses, on en a des choses quand même en commun toutes. Donc ouais, n'hésitez pas. Et si vous en trouvez pas, il y a aussi il y a aussi, je crois, des tentes rouges en ligne. Enfin, moi, j'en avais fait à une époque, mais je le fais plus trop. Je fais juste tous les mois des cercles des reines, justement pour les femmes césarisées, où là, c'est vraiment juste le cercle et euh, pour pouvoir chacune déposer ce qu'elle a envie de déposer. Je le fais en ligne parce que la plupart des femmes que j'accompagne sont un peu partout dans le monde, donc je peux pas être partout là du coup. Euh, Et tout est bienvenu dans ce genre de cercle. C'est ça que j'aime ouais. dire. Tout sujet, quoi que ça soit, en fait, on est là pour écouter et on est là pour partager. C'est vraiment beau. Je crois que ton conseil, il est vraiment, vraiment précieux. C'est de t'entourer d'une réseau des gens qui Mm, croient en toi. C'était c'est parfait. ça. Et dans ces tentes rouges, dans ces cercles, en fait, le principe, c'est pas un échange. Donc, c'est pas on vient là pour demander des conseils, on vient là pour donner des conseils, pas du tout. Ça peut être après. Mais c'est vraiment juste, on vient déposer ce qu'on a à déposer. Personne ne répond pas vraiment par rapport à ça, mais ça peut parler à quelqu'un d'autre qui, du coup, va se dire, bah, tiens, en prenant le bâton de parole, bah, tiens, effectivement, ça me fait penser à, voilà, moi, ce que je traverse en ce moment par rapport à ça, à ça, à ça. Et puis, de fil en aiguille, en fait, voilà, ce sont des choses, des femmes qui déposent tout simplement dans la bienveillance, dans le non-jugement, dans la sécurité aussi, parce qu'on sait que ça va rester dans le cercle. Euh, et voilà, et en fait, c'est juste beau d'écouter simplement aussi, sans forcément avoir ce besoin de dire, ah, bah, tu vois, moi, je pense que tu devrais. Non, c'est vraiment d'être dans cette présence à l'autre et du coup, d'être accueilli soi-même aussi dans cette présence et cette écoute qu'on ne connaît quasiment pas finalement dans notre vie quotidienne. Donc oui, clairement, même si pour vous, ça vous semble un peu perché, les cercles de parole peuvent sembler moins perchés parce qu'il n'y a pas la structure en elle-même de la tente rouge, mais n'hésitez pas, essayez au moins une fois. Essayez au moins une fois, puis bah, vous verrez. Bon, clairement, je suis allée une fois, je suis restée accro, je suis restée accro longtemps. Donc voilà, là, c'est juste que j'en ai plus dans mon coin, mais ouais, c'est vraiment précieux. Et on a besoin de ça. Là, on est, je pense, une génération de femmes qui avons besoin de ça pour nous-mêmes, mais finalement aussi pour nos filles et pour nos enfants. Parce que dites-vous bien que tout le chemin que vous faites, que ce soit pour avoir une naissance par voie ou peu importe, vous le faites pour vous, vous le faites pour votre bébé, mais vous le faites aussi pour vos enfants que vous avez peut-être déjà ou pour la génération future tout simplement. Donc, euh, donc je pense que vraiment c'est hyper important d'être dans la transmission. Même si on n'a pas reçu nous-mêmes cette transmission, essayez de transmettre à vos enfants, de transmettre par rapport à tout. Enfin, après, non, il va falloir que j'arrête parce que sinon, on va devoir faire encore d'autres épisodes sur plein de transmissions possibles parce que je m'arrête plus sinon. C'est génial. C'est très bien. Comment tu te sens? Là, c'est ma dernière question. Je vais devoir prendre des enfants, mais comment tu te sens après avoir bah, t'as réussi ce que tu voulais, t'as accouché par voie basse, comment tu te sens par rapport à tout ça? J'ai découvert que j'étais puissante. Et pour quelqu'un qui a manqué de confiance en moi longtemps, qui avait beaucoup de mal à prendre des décisions, ça a été un grand chamboulement. C'est pas rien en fait de se rendre compte que on est vraiment puissante.
vraiment, vraiment, et que c'est pas rien, et qu'effectivement, on a cette femme sauvage en soi, et qu'elle a le droit de s'exprimer, et qu'en fait, elle est salutaire, vraiment, elle est salutaire. Et euh, longtemps, je me suis sentie en colère aussi après. En colère par rapport justement à tout ce qui nous est dit, ou tout ce qui nous est caché, ou enfin, tout un tas de trucs. Et maintenant, je me sens vraiment beaucoup plus sereine, en fait, parce que j'ai dépassé ce rôle de sauveur que j'avais un petit peu au début. Et vraiment, je suis vraiment beaucoup plus dans l'acceptation que chacun est maître et maîtresse de son destin, créateur de sa propre réalité. Que oui, cette réalité, on la crée nous-mêmes. Et que c'est pas parce que d'autres personnes souhaitent créer notre réalité que c'est comme ça que ça doit se passer. Donc, c'est pas parce qu'effectivement, on vous dit, bon, bah voilà, on vous déclenchera à tel moment que forcément, c'est comme ça que ça va se passer. C'est pas parce qu'on vous dit, bah, on fera une césarienne que c'est comme ça que ça va se passer. C'est vous, c'est qui êtes maître et maîtresse de votre corps, en fait, et de votre vie. Et il est temps, en fait, qu'on se rappelle de ça. Voilà. Merci beaucoup, Perrine. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci à toi. Merci de m'avoir accueilli et merci pour ce que tu fais. Mm. Avec une énorme joie et j'adore entendre des femmes parler. Je me baigne en sagesse. Je sors de notre échange un peu rechargée. Merci.